à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission d'information L'actualité en débat. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 juillet 2021. C'est le dernier numéro de votre émission d'information de ce mois de juillet. À partir de mardi, on sera au mois d'août. Les deux invités du jour aujourd'hui seront trois invités. Le troisième va intervenir par téléphone. Nous avons sur le plateau avec nous Eladj Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, ceux-là même qui a fêté sans nous inviter. Eladj, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour aux téléspectateurs de E47. Pour vous dire que peut-être que vous ne le savez pas concernant la Tabaski, je considère que vous êtes un homme de la maison, plus besoin de vous inviter. Donc il fallait quitter. Non, il fallait quitter, venir pour fêter la Tabaski comme c'était chez soi. Ça s'est bien passé quand même. Parfaitement, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour ça que vous nous avez faussé compagnie. Non, c'est pas pour ça. J'avais une autre préoccupation. Bon, il fallait résoudre un problème. C'est ce qui avait fait que je n'y étais pas. Mais comme vous pouvez le constater, E47 peut toujours compter sur moi à tout moment. Merci bien. Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mali Libéré, est sur ce plateau également. Vous l'avez vu déjà, Abbas. Bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de E47. Les téléspectatrices. Elles sont essentielles, importantes. Je sais. Pour te dire que par rapport à ton invitation à Tabaski, là, on n'a pas besoin d'envoyer des cartes d'invitation. Tu es à la maison, tu viens, tu t'assois, on te sert. Et tu manges à gogo. Heureusement que ça se poursuit. Tu fais comme si c'était chez soi. C'est comme ça la Tabaski. Il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas te plaindre qu'on ne t'a pas invité. Voilà. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Je pense qu'il y a plusieurs aussi qui ont. Votre téléspectatrice là, qui suit souvent. Voilà, qui ont des menaces qu'on les invite. Je leur ai dit non, ce n'est pas comme ça au niveau de la Tabaski. Nous sommes en famille. S'agissant de la religion musulmane, c'est la famille, et que la famille, elle est grande, que vous soyez chrétienne, que vous soyez protestant ou quoi, quand la Tabaski arrive, si vous avez envie de venir fêter, ce n'est pas la peine, vous avez des amis, quittez, venez, la porte est ouverte et vous allez fêter comme chez soi. C'est la solidarité, c'est tout. Merci. Adam Adjouanou, le directeur de publication du journal Vision d'Afrique, va intervenir également dans cette émission, mais ce sera par téléphone, comme nous le faisons chaque fois. Nous commençons avec la sensibilisation sur la Covid-19. Depuis un certain temps, on ne cesse de le dire, le nombre de cas testés positifs ne fait qu'augmenter. La dernière fois, le responsable du comité de riposte a dit que c'est essentiellement dû au fait que nous sommes en vacances. Il y a beaucoup de vacanciers et au relâchement général au niveau de la population. Les vacanciers, on ne peut pas refuser, mais le relâchement, on peut encore empêcher ça. Je pense qu'on ne finira jamais assez de le dire. Le relâchement, il est là, ce n'est pas maintenant, c'est depuis un certain temps. Mais entre-temps, les chiffres... Oui. Étaient revus à la baisse. Les chiffres étaient revus à la baisse, c'est vrai, mais le relâchement, je pense qu'au sein de la population, vous savez, il faut une certaine pédagogie. Et ça, les causes sont multiples et diverses. Les causes sont diverses et puis multiformes. Et on peut peut-être accuser d'une part les responsables, si je veux parler de la coordination, pour aussi avoir baissé la garde. Parce qu'il faut le dire, la manière dont la pression a été mise sur la population pour pouvoir maintenir les mesures barrières, cette façon a aussi diminué l'intensité. On se disait que quand vous allez dans les pays voisins, justement, ce n'est pas ça, on nous étouffe. On nous étouffe. Donc je pense que la coordination a subi une certaine pression et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un relâchement aussi à leur niveau. Mais quand cela ne tient, je pense que la maladie, ça concerne toute la population parce que nous sommes victimes, toute la population, et personne n'est épargné. Donc nous devons prendre en réalité soin de nous-mêmes, c'est ce que nous le disons. Il ne faudrait pas qu'on attende quand même une certaine pression de la part du gouvernement pour pouvoir penser que nous devons nous souvenir de notre santé. Surtout en cette période de Covid, et on doit absolument prendre soin de nous et faire en sorte que les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement soient respectées. Mais on a constaté que ces mesures barrières sont foulées au pied. On ne le dira jamais assez. C'est un peu dommage. Moi, je dis c'est un peu dommage. C'est peut-être dû au fait que les gens commençaient pas à se faire vacciner. On se dit, été vacciné. Mais les spécialistes nous ont dit, Anita, les spécialistes nous ont dit que même étant vaccinés, on n'est pas à l'abri.
c'est pourquoi je regrette un peu par rapport à la situation. Aujourd'hui, on voit que le nombre augmente exponentiellement, mais c'est dommage qu'on n'y ait pas au niveau de E47. Justement, on n'est pas au niveau de E47 une personne ressource comme on avait l'habitude de faire. Parce que c'était la période, le moment où la coordination devait accentuer la sensibilisation. Selon le message que nous avons reçu, justement, de voir la manière... Je dis que c'est dommage, ce n'est pas bien. C'est maintenant qu'il faut accentuer la sensibilisation. Et en principe, ce qui avait été déjà fait pour pouvoir mobiliser la population autour de cette sensibilisation devrait reprendre. Et c'est en cela que je dis que, en principe, E47 était sollicité pour pouvoir diffuser ces messages. Et la sensibilisation a été léguée à nous, journalistes, aujourd'hui. Au bout du moins sur E47. Depuis un certain temps, moi je constate qu'il y a plus de personnes ressources qui viennent à E47. Même si, oui, régulièrement. Et c'est un peu dommage. Alors que les gens suivent la télévision. Les gens suivent les messages qui passent par E47. Donc, j'espère que les responsables de la coordination nous écoutent ou bien nous suivent en ce moment et vont quand même considérer ce que nous sommes en train de dire par rapport à la situation. Alors, Abbas, faut-il revoir la manière de communication pour qu'il n'y ait pas ce relâchement qu'on constate aujourd'hui? Moi, je ne pense pas que c'est la manière de communication. Si c'est la manière de communication, on en a assez fait. Surtout les journalistes. Et bien, il y a certains qui disent que ce n'est pas la peine que tous les jours les personnes ressources viennent sur le plateau dire les mêmes choses et autres. La communication doit passer effectivement par la presse, comme on le fait. Et donc, qu'à aller donner même des missions à des personnalités, à des gens, même si c'est à l'intérieur du pays, parce que ce qui se passe actuellement, c'est trop grave. La situation devient inquiétante. Étant donné qu'en moins d'une semaine, il y a plus de 500 cas actifs qui sont là. Alors que la dernière fois, on nous a dit... Actuellement, pour l'instant, c'est la journée de mardi qui a battu le record. Oui, qui a battu le record. Alors qu'on dit qu'au niveau du centre où on loge les gens, l'hôpital... Le CHR, l'Union commune, il y a plus de place. En temps, on avait dit qu'il manquait seulement une place. Aujourd'hui, ce serait débordé. Et le problème devient inquiétant. La responsabilité est partagée, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de la coordination, qu'au niveau de la population elle-même. On a l'impression que les choses vont normalement et les gens ont repris les activités normalement. Alors que nous sommes alors que c'est maintenant que les choses ont commencé par flammer. Et au niveau des autorités, on ne fait rien pour amener les gens à contraindre les populations au respect des mesures barrières. Quand vous allez dans les lieux publics, au marché, dans les marchés, au niveau des funérailles, des mariages et autres, vous allez voir que les choses ont repris depuis lors de la fête, la dernière fois, par exemple. Même la dernière fois, les gens disent même qu'au niveau de la Tabaski. Est-ce qu'il y a Covid? Voilà, est-ce qu'au niveau de la Tabaski, les gens aussi ont repris de plus belle. Alors que l'année dernière, c'était à partir de la Tabaski que les choses ont remonté. Aujourd'hui, c'est la même chose. L'autre problème qui existe maintenant actuellement, c'est d'actualité, c'est le fait d'aller signaler ces signes au niveau des agences de Togocom. Quand vous arrivez devant les agents de Togocom et que vous voyez les agglutinations, les gens qui sont là-bas, sans protection, sans mesure, alors là, ça devient sérieux parce que les gens ne se rendent même pas compte qu'il y a maladie et ils se bousculent là. Moi, j'aurais préféré qu'au niveau du Togocom, on puisse mettre des kiosques un peu partout, bien donner des numéros sur lesquels les gens peuvent se faire signaler. On le fait en ligne. On le fait en ligne. On le fait. Maintenant, les gens disent tout le monde veut aller avant le 23 août. Avant la date de la fin du mois d'août. Pour que au moins puisse... il y a des gens qui ont des numéros qui n'ont pas été identifiés. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans les agences qui ne sont pas nombreuses actuellement, vous allez voir que les gens s'agglutinent là-bas. C'est ce qu'on avait combattu au niveau de l'Orato et autres. Mais aujourd'hui, pourquoi ça reprend au niveau des agents de Togocom? Il faudrait revoir aussi cette situation. Sinon, nous sommes en train d'aller, nous sommes même presque en vacances. Et il y a des mouvements, des va-et-vient, des gens vont quitter l'intérieur du pays pour venir, d'autres qui vont quitter le pays pour aller à l'intérieur.
tout ceci là. Il y a des sorties clandestines. Il y a des sorties clandestines qui vont, les gens vont dans d'autres préfectures, dans d'autres pays, au Ghana, au Burkina Faso. Et c'est ça même qui est à la base de cette augmentation. Donc il faudrait qu'on reprenne ces mesures-là, même au niveau des... Vous n'allez plus voir les GSM qu'on a mis en place qui contrôlent, il n'y a plus, ça ne fonctionne plus. Vous allez voir même souvent les policiers, quand ils sont là, c'est pour arrêter les motos, c'est pas pour surveiller le respect des mesures barrières. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à refaire. Mais si vous avez la malchance de tomber sur un feu rouge, vous avez des problèmes. Madame le Premier ministre a dit que nous ne baissons pas la garde. Il y a un relâchement total et le constat a été amer. Et la dernière fois, c'est ce qu'il y a. Maintenant, moi, je souhaiterais qu'au moins, que le colonel Djibril nous situe exactement sur le nombre exact, c'est-à-dire faire face au bilan général et projette des actions à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sinon, à l'heure où nous sommes, c'est que la situation est devenue très très préoccupante et les gens s'en foutent pas mal. Et vous voyez que les gens continuent par envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Ça ne tue pas l'Africain. Mais le constat est là, Anita. Le constat est là. Il y a une certaine complaisance de la part des responsables de la coordination, de la part de nous. Complaisance. Une complaisance. Parce que dans cette situation, moi je ne pense pas qu'il faut être complaisant. Il faut prendre des mesures strictes. Allez-y à la sanction pour ramener les gens à la raison. Il y a une certaine complaisance, d'où ce relâchement. Les gens estiment que même si je ne porte pas de masque, même si je ne respecte pas les mesures barrières, je ne serai pas sanctionné. Alors qu'il y a des textes, depuis le début de cette pandémie, il y a des textes qui sont sortis qui disent que lorsque vous respectez les mesures barrières, vous êtes sur le coup des sanctions. Mais depuis un certain temps, ces sanctions ne sont plus appliquées. Et les autorités ne disent rien, sauf les conférences de presse auxquelles on nous convie. On nous fait le bilan, et ça s'arrête là, on ne voit pas des sanctions. Il faut qu'on voit les gens sanctionnés. Si on voit les gens sanctionnés, je pense qu'on va se soumettre. Il faut reprendre le bâton. En tout cas, ça c'est mon avis. Il faut reprendre le bâton, comme ça va amener la population à rentrer dans le respect de ces mesures et à éviter que la propagation continue par faire cours dans notre pays. Abbas, au moment qu'on passe à autre chose. Je pense, il faudrait que les gens soient conscients, que se disent que cette maladie existe et ne passera pas par moi. Je dois me protéger pour protéger mon voisin qui est à côté de moi. Et le relâchement dont on parle là, au niveau de la coordination, vous avez vu, en temps on avait sorti des communiqués pour dire que même des décisions pour demander interdire les sports de masse. Aujourd'hui, les sports de masse ont repris de plus belle. Ça a repris beaucoup de plus belle. Il n'y a plus de contrôle. Donc, c'est tout comme on nous a dit, on n'a qu'à vivre avec le virus et on vit avec la pandémie comme ça. Et les gens disent que c'est fini. Alors que la vaccination, quand vous la prenez, elle ne protège pas 100%. Il y a des gens qui ont été vaccinés, mais qui ont été contaminés encore. Seulement quand vous êtes contaminé, vous êtes vacciné, vous n'allez pas faire de forme grave. Vous ne faites pas la forme grave. Aujourd'hui, selon la coordination, quand vous allez au centre de choses, au CHR là, 90% qui sont maintenant atteints, c'est ceux-là qui n'ont pas pris de vaccin. C'est eux qui n'ont pas pris de vaccin. Et je souhaiterais au gouvernement que au moins les vaccins soient suffisants, en quantité suffisante, pour que les populations puissent aller se faire vacciner. Sinon, dans ces conditions, qu'on soit vacciné ou pas, parce que si le petit nombre qui est vacciné, les gens ne sont même pas choses, et que la majorité n'est pas vaccinée, c'est qu'on n'a rien fait. Actuellement, la majorité n'est pas vaccinée. Anita, si vous permettez, je place un petit mot. Rapidement, parce que Abbas a dit quelque chose tout au début qui était intéressant. J'ai vu que c'était intéressant par rapport à l'implication, par rapport au changement au niveau de la communication. Moi, je n'ose pas croire qu'aujourd'hui, la coordination se reproche quelque chose. Parce que vous vous rappelez que lorsque ça a commencé, nous avions été sollicités au niveau des médias. On a eu des spots
publicitaire, de la manière dont il faut s'inscrire, de la manière dont il faut faire pour aller se faire vacciner, de la manière dont il faut faire pour respecter les mesures barrières. Et on nous a promis un accompagnement que nous n'avons jamais eu aujourd'hui. Mais, ceci étant, nous continuons quand même par faire la sensibilisation. Moi, je n'ose pas croire que la coordination se repose quelque chose et elle ne veut pas venir vers nous, les médias, qui pouvons quand même faire quelque chose par rapport à la situation. Je le dis à haute voix ici et pour que les téléspectateurs nous écoutent, je pense que beaucoup de responsables des médias sont frustrés par rapport à la situation, par rapport à la manière dont ils ont été traités. Ce n'est pas bien. Je pense que nous sommes là, nous voulons quand même que le pays aille de l'avant, nous voulons quand même éviter que la propagation de ce virus soit répandue et on nous a sollicité avec des paroles données, avec des gages, mais à la limite, on constate qu'on n'a pas respecté ces gages. Moi, je n'ose pas croire. Je dis à la coordination que, justement, je dis à la coordination qu'au niveau des médias, nous sommes toujours disponibles, mais nous souhaiterions qu'on respecte la parole. Est-ce que c'est au niveau de la coordination ou bien c'est du gouvernement? Parce que j'ai vu un journal titré où sont passés les fonds de campagne de la vaccination pour les médias. C'est que ces fonds-là sont bloqués quelque part, puisque c'est le gouvernement qui sollicite les médias. Et depuis, on a fait la première campagne pour amener les gens à se protéger et autres à la fin de l'année 2020. Mais pour la campagne de vaccination qu'ils nous ont demandé de faire, les fonds sont bloqués quelque part. Peut-être que ça viendra, on ne sait jamais. C'est au niveau du gouvernement. C'est le gouvernement qui sollicite les médias. Et maintenant, c'est pour ça qu'il faut changer cette stratégie de communication et amener les gens à comprendre le bien fondé de ce qu'il y a. Pour la vaccination, j'avais dit ça la dernière fois, il y a un problème, surtout au niveau des personnes cibles. On a amené Pfizer, on dit il y a 100 000 doses. Les gens on dit allez vous vacciner. On fait 50 000 doses pour les premières, ceux-là qui seront là. La deuxième dose sera les 50 000 doses de Pfizer. Mais les gens ne vont pas se faire vacciner. Ils sont là, alors que la péremption de ce vaccin, c'est pour le mois de septembre. Nous entrons dans le mois d'août. Et si les gens ne vont pas se faire vacciner, c'est que les vaccins vont être envoyés quelque part. Et c'est un gaspillage. C'est un gaspillage. Alors, ça aurait servi à quoi d'aller s'approvisionner? Ça nécessite la sensibilisation. Et je le dis, je le répète, nous sommes là pour accompagner le gouvernement, pour jouer notre partition, pour jouer notre contribution. Mais il faut quand même qu'on nous respecte, sincèrement. J'espère que le message est passé. Le ministère de l'Agriculture va en guerre contre les réseaux illicites qui mettent à rude épreuve la disponibilité des engrais indispensables à la production agricole. Ainsi donc, des réseaux de contrebande s'installent sur toute l'étendue du territoire national pour convoyer vers l'extérieur les stocks d'engrais, des engrais qui ont été, je le rappelle, mobilisés par le gouvernement pour assurer le bon déroulement de la campagne agricole 2021 et 2022. Ça, c'est une mauvaise foi ou la méchanceté. Si on crie tout le temps dans le pays qu'on a fait, on met quelque chose à la disposition des agriculteurs, on préfère détourner ça. Les deux qualificatifs, méchanceté et mauvaise foi. Parce que c'est nous qui sommes en train de crier ici que la vie est chère. Cherté de la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour s'en sortir? Et aujourd'hui, il y a des problèmes. On se demande comment sera l'année prochaine parce que il y a un problème de pluviométrie qui s'est posé pour les agriculteurs, les paysans. Le gouvernement met en place un système pour aider le gouvernement avec les engrais, mettre à disposition les engrais au niveau des paysans. Et voilà que des gens mal intentionnés se permettent de prendre cet engrais-là pour l'exporter, le vendre à l'extérieur. Et vous dites que vous avez faim ici. Et vous laissez même votre population mourir de faim. Je pense que ces personnalités qui sont en train d'agir ainsi doivent être démantelées et démasquées et punies selon la conformément à la loi. Est-ce que ce sont de citoyens, de simples citoyens comme ce n'est pas de simples citoyens parce que quand ça se passe, il y a quelqu'un derrière, il y a des commentaires derrière. J'ai dit, ces personnalités, je n'ai pas dit ces personnes, ces personnalités doivent être démasquées et traduites devant la loi pour crime contre l'humanité. Parce que ça, ce qui se passe, mais
Nous sommes en train de mourir de faim ici. Et les gens se permettent de détourner les choses, d'aller à les choses. Hier même, j'étais avec un responsable du ministère de la Culture et on l'a appelé de la Bina, qui a manque d'engrais. Oui, qui a manque d'engrais dans la Bina là-bas. Alors qu'au même moment, des gens détournent. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que le ministère de la Culture même a fait un rendu public, un communiqué dans ce sens. Donc, ce qui veut dire que ça devient très très compliqué et la situation devient un peu paradoxale par rapport à ce que nous vivons. Vous criez la cherté de la vie. On veut aider les gens à produire pour maintenir le lent. Et voilà que des gens se permettent de vendre cet engrais-là. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc nous n'avons pas besoin pour nous nourrir. Vous n'avez pas l'argent. Tchaboré, dites-moi, on a faim. Au même moment, le gouvernement met un certain nombre de moyens à la disposition des agriculteurs. Ceux-là qui peuvent l'utiliser pour qu'on ait plus faim. Et quelqu'un se lève pour détourner ça. C'est ça qui est contradictoire, Anita. Vous voyez qu'il y a la contradiction dans ce que nous-mêmes nous faisons. Aujourd'hui, moi je me réjouis que le gouvernement ait sorti ce communiqué. Franchement, et pour nous situer, qu'il a mis à la disposition de nos paysans un certain nombre, ou bien une quantité d'engrais. Parce qu'on ne l'aurait pas fait, les gens n'auraient pas savoir qu'il y a eu une quantité d'engrais qui a été mise à la disposition de nos agriculteurs. Moi je dis, le gouvernement a bien fait de faire cette sortie. Maintenant, pour ceux-là qui se permettent de prendre ce qui a été prévu par le gouvernement, pour éviter que l'année prochaine, qu'on puisse parler de faim, qu'on puisse parler de vie chère, se permettent de faire sortir cet engrais hors du pays pour les vendre en toute sincérité, comme l'a dit le communiqué du gouvernement, je pense que tout le monde doit se mobiliser. Aussi bien les élus locaux, les populations et les instances, que ce soit la gendarmerie, que ce soit le commissaire, les commissariats. On espère qu'il n'y aura pas de corruption, parce qu'il y a des fuites comme ça, on doit se mobiliser, comme l'a dit le communiqué. Je suis d'accord, mais si on est des patriotes, si on doit jouer à la citoyenneté, moi je pense qu'il ne faudrait pas céder à cette corruption. Parce que c'est méchant. C'est méchant. C'est pourquoi je dis que moi, heureusement que le gouvernement a mis en place un système et a débloqué cette quantité d'engrais pour pouvoir aider nos producteurs. Si le gouvernement ne l'a pas fait, quelle allait être la situation? Mais aujourd'hui, c'est ce qu'Abbas venait de dire tout à l'heure. C'est nous qui crions qu'il y a la vie chère. C'est nous qui crions qu'il y a manque de ci, de ça. Mais le gouvernement fait un effort pour nous apporter un peu de souffle et nous voulons saper ces efforts. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous faites du mal à qui? Au gouvernement ou bien à la population? La population dira que le gouvernement le fait. Justement, c'est ça qui est mal. C'est bien qu'on en parle. C'est ça qui n'est pas bien. Parce que les gens font cela pour qu'on puisse imputer la responsabilité de ce qui se passe au gouvernement. C'est ça. Est-ce que c'est normal? C'est bien qu'on en parle. Les gens procèdent de ces actes pour qu'on puisse imputer la responsabilité de ce qui se passe au gouvernement. Heureusement, c'est pourquoi je dis que moi j'ai apprécié la prompte réaction du gouvernement par rapport avec ce communiqué pour faire la situation. Aujourd'hui, tout le monde sait que le gouvernement a fait des efforts. Maintenant, quitte à nos citoyens, togolais, populations, maires, élus locaux, que nous puissions nous mobiliser pour démanteler ces réseaux et les signaler à qui de droit, pour que la justice soit faite, pour qu'il soit présenté ce réseau, pour que les gens qui se permettent ces genres de choses soient présentés quand même à la justice pour répondre à ces actes. Ce n'est pas normal. Et je crois que le gouvernement aussi doit frapper le poing sur la table. Lorsqu'on arrive à démanteler une seule personne, quel que soit son statut, il va falloir que cette personne puisse répondre devant la loi. Voilà ce que moi je voudrais dire. Mais merci encore une fois au gouvernement pour se communiquer. Pour qu'on sache évidemment le gouvernement fait des efforts. C'est important. Parce que quand vous allez analyser, derrière ces comportements, ce qu'on veut vraiment imputer la responsabilité de ce qui se passe au gouvernement. Heureusement.
Alors, nous enchaînons avec la une des journaux, le sujet qui fait objet de la une des journaux. Cette semaine, c'est le séminaire gouvernemental. Bien sûr, pour en parler, nous avons avec nous Adam Adjonou, le directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Il va donner sa version des faits et après, on revient avec vous si la technique le permet. Adam, bonjour. Bonjour Anita, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision G47. Il y a Tchaboré et Abbas Issaka aussi qui vous disent bonjour. Bonjour à eux, bonne émission aussi. Alors, Adam, vous avez parlé aussi du séminaire gouvernemental, vous avez mis ceci à la une de votre journal, séminaire gouvernemental à Kara, point d'étape sur la feuille de route 2020-2025. Oui, les membres du gouvernement se sont réunis pendant 2 jours, notamment le dimanche et le lundi, à Kara, à 300 km de la ville de Lomé, pour un point d'étape de la feuille de route 2020-2025. Cette feuille de route est déclinée en 42 projets avec 3 axes prioritaires et 10 ambitions. Donc, il s'agit naturellement de parcourir, et comme vous aurez su le constater, le gouvernement, dans cette feuille de route, a fait des déclinaisons liées à la nature de ces projets. Il est question que le président de la République puisse s'imprégner des avancées constatées et des ambitions également liées donc à cette feuille de route-là. Je veux dire aussi constater que cette feuille de route, c'est dans cette feuille de route que le projet PIA a été donc construit, et ce projet-là qui ambitionne pratiquement 35 000 emplois pour la jeunesse. Donc il va de soi dans cette dans cette segmentation de cette feuille de route que le chef de l'État et les membres du gouvernement, donc ils ont parcouru des projets, chacun, en ce qui concerne chaque ministre, puisse naturellement faire part des avancées, mais également des défis à relever concernant ces projets-là. Donc c'est ce que nous avions donc écrit dans notre livraison de mardi dernier, et que vous aurez vu constater que nous sommes revenus en long en large sur ces projets, puis ces 3 axes prioritaires déclinés donc dans cet article que nous avons mis à la disposition des lecteurs. Alors, Vision d'Afrique est toujours dans les kiosques au prix de 250 francs, c'est ça? Naturellement, l'article aussi peut être découvert sur notre site internet www.afrique-vision.com. Alors, merci à vous, Adam, d'avoir participé à cette émission. Merci, bonne émission, bonsoir. Bonne journée. Et nous, alors, nous continuons notre émission ici. Tchaboré, je le disais, l'exécutif s'est réuni en début de semaine pour faire le bilan à mi-parcours de la feuille de route assignée à chaque ministère. Ce séminaire, comme je l'ai dit, a fait l'objet de la une de beaucoup de journaux parus à partir de mardi. Ainsi donc, on a vu pour le cas de Vision d'Afrique, le Mania Libéré, qui parle de bilan à mi-parcours après près de 10 mois de gouverner autrement. Ouais, bon. Bilan satisfaisant? Comme vous le savez, non, pas satisfaisant, même au niveau du séminaire gouvernemental, on n'a pas dit que le bilan est satisfaisant. Il y a des choses encore à faire, parce que pour le chef de l'État, il y a certaines réformes qui ont été faites aujourd'hui. C'est pour cela qu'à la fin, il a demandé la mobilisation de tout un chacun pour que les objectifs fixés par le gouvernement puissent être atteints. Parce que vous voyez, c'est une première. Quand le gouvernement d'Obé a été mis en place, on les a rassemblés le 20 octobre dernier pour remettre une feuille de route à chacun des ministres que ces ministres doivent exécuter. Donc pour voir la manière dont ça a été exécuté durant presque 10 mois aujourd'hui, il faudrait s'arrêter, faire le point et voir comment il faut encore continuer. Là où il y a les faiblesses, on va le renforcer. Là où ça a été fait, on va féliciter et encourager, motiver les ministres à faire. Donc c'est ce qui a été fait. C'est un bilan à mi-parcours de cette feuille de route. Et on voit que pour le moment, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide, puisque
il y a beaucoup de choses. De 2020 à 2025, c'est beaucoup d'années. Ouais, c'est beaucoup d'années. Donc on a fait que 10 mois. On espère que c'est pour cela que je dis pour le moment. C'est pour encourager. On ne peut pas dire que c'est bien, satisfaisant. Si c'est satisfaisant, lorsqu'on encourage quelqu'un, il va relâcher. Il faut le motiver. La première fois, on nous a félicité un peu par rapport à la Covid-19, c'est fini. On a relâché. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, c'est comme il est derrière eux comme quelqu'un qui le pousse. Vous devez finir ça. Les points sur lesquels on vous a donné, la feuille de route de chaque ministre doit être exécutée à la satisfaction de la population. Donc, je pense que c'est une bonne chose, c'est une initiative qui a commencé depuis quelques temps. Mais pour cette fois-ci, c'est chaque ministre qui doit exécuter son programme qui doit être réuni. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Pour le moment, ce n'est pas comme on le dit satisfaisant, mais on les encourage à mieux faire. Peut mieux faire. Le messager également est revenu sur ce séminaire gouvernemental. On peut voir à la une du messager paru hier mercredi et qui est toujours dans les kiosques à un prix de 250 francs seulement, je le dis, seulement. Togo, feu de route gouvernemental 2020-2025, fort fixe des objectifs à court terme. Oui, vous savez, c'est toujours bon lorsque on entreprend quelque chose, qu'on puisse s'arrêter, faire le bilan, voir ce qui est fait et voir les défis qui restent à relever. Et moi, je pense que avec la nouvelle donne qui a été impulsée par rapport à la formation de ce gouvernement, je pense que cette nouvelle stratégie est une bonne chose qu'il faudrait apprécier à sa juste valeur. C'est une bonne chose parce que cela permet de voir les difficultés que chaque département ou chaque ministère a eu à rencontrer et pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Faut-il pas appuyer ce ministère par rapport à l'activité, comment travailler de façon collégiale. Et là, par rapport au communiqué qui a suivi le Conseil des ministres, parce que vous savez que juste après le séminaire, il y a eu un communiqué. Il y a une remarque qui a été faite, il y a une satisfaction du fait que dans l'exécution des projets, il y a une concordance, c'est-à-dire qu'il y a une collégialité entre les ministères. Ça veut dire que les gens se rapprochent pour pouvoir élaborer, pour pouvoir exécuter des travaux. Peut-être ce qui n'avait pas été le cas dans les années. Pour dire que c'est mon ministère, voilà. Justement, c'est toujours bien. Vous savez que dans plusieurs projets, il faut intervenir plusieurs ministères également. Alors là, si un ministre est là à l'écart, il sait qu'il aura besoin des services d'un autre ministère, je pense que il va falloir que ce ministère se rapproche. Et c'est ce qui a été fait à travers cette feuille de route. Là, c'est une bonne chose. Pour dire quoi? Que la satisfaction, elle n'est pas totale, c'est vrai. Les gens ont vu quand même des avancées qui ont été faites. N'oubliez pas que c'est dans la foulée qu'il y a eu augmentation du prix du carburant. Dans la foulée que nous parlons de la vie chère. Alors là, ce sont des péages. Ce sont des nouveaux éléments qui sont venus greffer par rapport aux difficultés liées à certains ministères. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et c'est dans ce sens que ces réflexions sont menées. Et nous espérons que ce qui a été fait à Kara va peut-être permettre, parce que n'oubliez pas que quand ça s'est passé comme ça, rien n'a été fait pour pouvoir amortir le choc au niveau du panier de la ménagère. Nous espérons que les réflexions qui ont été menées au niveau de Kara vont peut-être nous donner certaines annonces pour pouvoir nous soulager, nos populations qui ont eu des effets néfastes par rapport à ces augmentations que nous avons connues dans la famille. Mais ce qui est bien, c'est que ce rapprochement, ces rencontres vont permettre quand même de booster l'élan qui avait été impulsé depuis octobre 2021, juste après la formation de ce gouvernement. Sachez-le, et nous le disons, que les téléspectateurs comprennent, que la population comprenne, un gouvernement ne peut pas tout faire. Même si la feuille de route a été étalée, à des moments donnés, il y a des difficultés. C'est quand vous êtes en famille, que vous projetez faire quelque chose, et à un moment donné, il y a quelque chose qui vient vous bloquer. Ça, c'est la vie, ça fait partie du parcours humain et c'est important. Les difficultés, ça ne manque pas. Abbas, dis-toi, si au cours de ce séminaire-là, on constate qu'un ministre n'a pratiquement rien fait, est-ce que ça peut faire objet de dire qu'il est démis de ses fonctions? Non, ça peut arriver? Non, ça ne peut pas arriver comme ça. Ça va faire objet de rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre que le chef du gouvernement ou bien le chef de l'État va faire. Il va lui dire, mais monsieur, vous avez votre projet de gouvernement, votre feuille de route, vous n'avez rien exécuté.
Si dans les prochains jours vous ne remédiez pas, c'est là que ça peut arriver à un limogeage. On ne peut pas dire qu'à moins de... Puisque nous avons un projet, un gouvernement qui va travailler jusqu'à 2025. La feuille de route est établie pour chaque ministre jusqu'en 2025. Ce n'est pas moins de 10 mois qu'on va dire que certains ministres n'ont pas pu exécuter son programme et qu'on va le limoger. Il n'y a pas ça. Donc c'est un rappel. Alors, on va les citer. On va lui poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ton niveau? Qu'est-ce qu'il y a? Et il va relever lui aussi cette difficulté. Et à partir de ça, on peut ensemble ils vont discuter. Et Thiago vient de le dire, il y a au niveau de chaque équipe gouvernementale, il y a un travail horizontal et vertical qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ton ministère a besoin de quelque chose au niveau de l'autre ministère, il peut lui demander. Parce que chaque budget, c'est un budget programme qu'on doit exécuter. Et c'est ça qui a été fait. Et c'est par rapport à ce budget programme que la feuille de route a été remise à chacun de ces ministres d'exécuter et de venir rendre compte. Aujourd'hui, avec le séminaire la dernière fois, chacun est venu rendre compte des difficultés qu'il a rencontrées dans l'exécution de cette feuille de route, des forces ou ce qu'il a pu faire, donc, et ce qui reste à faire. Et c'est dans ce cadre que le chef de l'État a pu dire, remobilisez-vous, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire devant nous. Donc, si quelqu'un n'a pas pu exécuter sa feuille de route, on peut lui dire, c'est un rappel à l'ordre qu'on va le faire, on va dire, bon, vous devez vous réveiller, ne dormez pas. Faire ceci et ça. Non, ce qui est intéressant, c'est que chacun va vouloir, par rapport à ce qui s'est passé, peut-être que les gens ne le voient pas, chacun va vouloir faire en sorte que ces projets qui lui ont été remis puissent quand même connaître un avancement. Les gens vont le faire parce que chacun va vouloir, parce que le jour du rapport, il faudrait quand même qu'on sente qu'un travail a été fait. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à faire ce travail, il y a des raisons éventuellement qu'il va donner. Il y a des motifs qu'il va donner. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé à faire ci? Pourquoi vous n'êtes pas arrivé à faire ça alors que vous pourriez le faire? Et maintenant, il va donner son argumentation, quitte au chef du gouvernement et au chef de l'État de voir si ces argumentations tiennent. Mais ce qui est bon, ce qui à travers ce budget programme, à travers, et comment l'appelle-t-on, ce programme mis en place aujourd'hui, ça permet à tout ministère du travail de ne pas dormir sur le laurier. Nous savions que de par le passé, il y a certains ministères qui ne faisaient pas le travail. Mais par rapport à ce qui s'est fait, le fait que les gens doivent se retrouver ensemble et faire le rapport individuellement, ça va motiver et permettre à tout ministère on va justement motiver. Entre-temps, on ne voit pas, on se dit, est-ce que ce ministère-là existe réellement? Alors que, justement, normalement, le ministère existe. Même actuellement, au niveau du gouvernement, il y a certains ministres aussi qui sont amorphes. On ne les sent pas. On ne les sent pas. C'est dans ce sens, je dis, parce que chaque ministre a pris un engagement. Il a signé même un engagement. Oui. D'exécuter ce programme, cette feuille de route. Et du moment où vous arrivez et que vous-même vous n'êtes pas actif, alors que quand vous voyez l'intention même du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il y ait concurrence au niveau de chaque ministère, que moi je puisse aussi faire pour qu'on dise que j'ai fait quelque chose. Mais quand vous voyez actuellement au niveau du gouvernement, il y a certains ministères même, les gens ne les connaissent pas, ne les sentent même pas comme ça. C'est comment on ne les connaît pas ça. Ils ne sont pas sur le terrain. On ne sait pas ce qui se passe. Et ces ministres-là vont être rappelés à l'ordre là-bas. On ne vous sent pas sur le terrain. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui vous bloque? Et qu'est-ce qui ne va pas? Et on ne vous sent pas sur le terrain. Or, d'autres ministères sont bien sentis sur le terrain. On les voit. Quand vous prenez le ministre de l'eau qui est partout sur le terrain, le ministre de la Culture, qui se promène, qui va voir comment les choses se passent. Le ministre de l'eau avec l'installation des bornes, fontaines et autres. Des forages. Vous avez qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont en activité. Le ministre des Finances, de l'économie des Finances, qui fait tout. Le ministre des Transports, tout ça. Donc il y a beaucoup de ministères qui sont sur le terrain, mais il y en a d'autres qu'on ne sent même pas sur le terrain. Donc il faudrait que
ces gens-là surveillent parce qu'il y a encore du temps. On sache qu'on a un ministère. On sache qu'on a un ministère qui travaille. Et quand vous avez encore du temps devant vous, 10 mois, c'est rien. Mais il y a encore près de 4 ans et quelques cas passés. Donc faites tout pour satisfaire la population. Tout compte fait, ça éveille. Satisfaire les populations. Je rappelle que le messager, ce n'est pas seulement la version papier, il y a également la version électronique, le www.lemessageractu.com. Et sur le site, on a lu ceci, CPS, report AG. Satisfaire les motivations du commissaire au compte. Tchabouré, dites-nous, que se passe-t-il au Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur? Oui, le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur, on peut le dire, est dans une crise en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe avec M. Biriga et son supérieur, c'est lui qui est le président, M. Akapo. Donc, il y a un problème de confiance qui semble naître. Et je crois que lorsque vous êtes là et vous dirigez une institution et que les comptes ne sont pas faits et qu'il y a une gestion qui semble être opaque, il y a toujours de ces difficultés. Mais ceci n'honore pas, parce que vous rappelez que le gouvernement a amorcé un certain nombre de réformes par rapport à l'enseignement supérieur privé que nous avons tellement apprécié, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on compte les universités dans notre pays, ces enseignements, ces établissements, le Togo compte un grand nombre et fait aujourd'hui la fierté, parce que ça permet quand même de désengorger l'enseignement au niveau du public, l'enseignement supérieur au niveau du public. Donc ils font un travail exceptionnel. Mais quand cette crise va naître, vous allez voir que ça va affaiblir également l'enseignement supérieur. Mais nous sommes en train de continuer certainement la semaine prochaine. Nous allons revenir là-dessus dans le journal papier pour situer la responsabilité. Il y avait une assemblée générale qui avait été prévue, je crois, en juin dernier, qui a été reportée s'inédit, parce qu'il y avait certains qui certainement n'avaient pas la volonté toujours c'est les finances qui jouent toujours problème. Nous espérons que la solution va être vite trouvée pour quand même continuer par honorer ces enseignements supérieurs privés, pour que nos élèves, pour que nos enfants puissent continuer par avoir confiance en ces enseignements. Sinon, quand des supérieurs, quand des responsables commencent par agir comme ça, c'est que ça agit directement sur l'enseignement et ça peut quand même écorner la crédibilité même des établissements. Alors, on va parler de ce sujet rapidement, la rencontre Gbagbo-Ouattara, que beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas apprécié parce qu'il y avait une mort d'homme et au finish, les deux hommes se sont retrouvés pour parler de la paix. C'est-à-dire qu'on doit arrêter de suivre les hommes politiques en Afrique, ou bien peut-être dans le monde. On ne peut pas dire qu'on doit arrêter de suivre les hommes politiques. Les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Parce que tu les vois, ils sont des ennemis hier, aujourd'hui ils deviennent des amis. Il y avait plus de 3000 décès. Oui, 3000. Gbagbo est revenu. Qui l'a rencontré, c'était son premier ennemi, Bédié, qui est allé chez lui pour le rencontrer. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Et maintenant, c'est Ouattara qui le rencontre. Mais bien avant Bédié et Ouattara avaient eu à faire un rapprochement, oubliant que l'ivoirité avait été installée par Bédié pour empêcher Ouattara de postuler. Tu vois cette situation, aujourd'hui les hommes politiques, c'est les Ivoiriens qui ont chanté ça, que ces hommes politiques nous prennent pour des bêtes, parce qu'ils suivent leurs intérêts. Ils sont là. Aujourd'hui, ils ont fait une guerre qui a tué plus de 3000 personnes. Et ça a fait l'autre aller en prison. Il revient et on commence à dire qu'il faudrait que la réconciliation et la paix se réinstallent en Côte d'Ivoire. C'est bien. C'est des propos qu'ils ont tenus hier. Mais les actes, il faut qu'on les pose. Il faut poser les actes parce qu'il y a des gens qui sont en prison, qui doivent être libérés. Il y a des gens qui sont en exil. Les gens qui ont perdu la vie, les victimes sont là en train de parler. Elles disent qu'on ne peut pas faire table rase sur les 3000 personnes
qui sont tués. Or, dans leur entretien la dernière fois, ils ont dit d'oublier tout ce qui s'est passé et de voir des Comment on peut oublier le décès voilà, d'une personne qui vous est chère? C'est ça la politique. C'est pour ça que j'ai dit, il y a quelqu'un qui a dit, ce n'est pas bon que vous voyez ce qui se passe, de ne pas suivre les hommes politiques là, parce qu'ils vont se tirailler. Demain, c'est eux qui vont se retrouver pour prendre le champagne et vous êtes en train de souffrir là-bas, quelque part. Et chaque fois, c'est les intérêts qui le poussent. Vous êtes derrière eux, vous sortez, on vous tue, et après on vous oublie. Même au Togo ici, il y a des prisonniers qui sont là, actuellement, parce qu'ils ont suivi des hommes qui suivent leurs intérêts. Et aujourd'hui, ces hommes-là ne peuvent pas faire sortir les prisonniers là. Mais ce Gbagbo, ce qui s'est passé, c'est que lui, il est sorti de prison. Il faut faire sortir aussi ceux-là qui ont lutté pour lui, sortent de prison. Sans oublier qu'il y a aussi les morts. Comment gérer ça, ceux qui sont morts? Alors, Tchabourel, est-ce qu'on peut dire que les hommes politiques sont sans cœur? Si on peut dire. Non, les hommes politiques ne sont pas sans cœur. Non, excusez-moi. Mais il faudrait quand même lire la politique pour savoir ce qu'elle est. Quand vous ne lisez pas la politique, vous n'allez pas savoir ce qu'elle est. Et c'est en cela que j'accuse un peu nos populations. Ceux-là qui, parfois, qui suivent parce qu'il faut suivre. Il y a certains qui sont manipulés. On vous dit sortez, justement, sortez, vite fait. voilà. Non, la politique, elle n'est pas comme ça. Vous et moi, on ne quitte pas pour suivre la politique comme ça. Vous vous rappelez de cette phrase qu'a prononcée Paix à son âme, et l'ancien Premier ministre Bakayoko, qui disait qu'il faut faire extrêmement attention avec eux, les hommes politiques, parce que lorsqu'ils seront en train de discuter dans les coulisses, ceux qu'on appelle de sortir pour aller casser et autres ne sont pas là. Non, la politique, c'est autre chose. Les hommes politiques ont le cœur. Seulement, c'est à nous, population, de savoir ce qu'on veut. Lorsqu'on nous invite à aller casser, parce que l'intérêt d'un responsable politique est en jeu, je crois qu'il va falloir faire attention. On peut manifester. C'est pourquoi les lois sont là. Manifestons dans le strict respect des lois. On n'aura pas de problème. La politique, c'est aussi ça. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Maintenant, ce qui est positif dans ce qui s'est passé, moi, je relève un acte positif dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le fait que le président qui est là, le président Ouattara, a accepté recevoir son rival, Laurent Gbagbo. Je pense que c'est là le côté positif que peut-être les gens ne voient pas. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Ailleurs, ça va être difficile. Et ici, au Togo, lorsque le chef de l'État actuel prend l'initiative même de recevoir, que ce soit le chef de file de l'opposition, ou bien il y a des initiatives de rapprochement pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, il y a toujours des problèmes au sein de la population, au sein des partis politiques. On trouve que l'initiative... Parce que chez nous, quand vous allez là-bas, on vous dira, tu es un vendu. J'allais venir à cela, Anita. On trouve que non, le fait d'aller, vous êtes vendu. Alors qu'il y a en politique, il n'y a jamais rien de constructif sans le dialogue. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de possible. Au-delà de tout ce que les gens diront, de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui est positif, ce que les gens acceptent de se rencontrer. Mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays, quand des initiatives comme ça sont mises en branle, des gens trouvent à redire et ça fausse la donne. C'est ce qui fait que nous avons des problèmes dans notre pays. Discutons, acceptons rencontrer nos ennemis. Justement, acceptons rencontrer nos ennemis. Quand on est ennemi politique, ce n'est pas qu'on est des ennemis pour s'entre-déchirer. Non. Acceptons, je pense que ça doit servir d'exemple, que les politiciens togolais s'appuient sur ça pour se dire que je peux discuter avec mon adversaire politique. Ils ont peut-être peur de ce que dira la population. S'ils ont peur, c'est eux qui ont mis ça dans la tête des populations. Voilà, la culture. On a dit que tu es opposant, si tu approches un homme du pouvoir, c'est que tu as vendu. C'est ce qu'ils ont mis dans la tête déjà. Parce que vous avez vu les images hier. Avant-hier entre Bidi et Gbagbo et Ouattara. Tu ne vas pas croire que c'était des ennemis jurés. Politiquement. Vous voyez la vidéo du reportage à sa sortie et autres. Oui, ça dit partout, à tout moment. Là, très relax. Très relax, tu ne vas pas sentir que c'est des gens qui sont haïs depuis des années.
avant même l'élection de 2010, la guerre qui est arrivée, et Gbagbo a fait 5 ans de plus au pouvoir jusqu'à ce que les élections soient organisées. La dernière fois, quand vous les voyez, vous allez croire que c'est rien, il n'y avait rien entre eux. C'est comme ça qu'il faut collaborer, construire un pays ensemble. D'ailleurs, ils ont dit, nous sommes des amis, nous sommes des frères et nous sommes des amis. Donc, on va construire notre pays dans la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, cette rencontre-là sera encore élargie la prochaine fois avec les autres leaders de l'opposition. Donc, c'est comme ça qu'on construit. Aujourd'hui, ce qui fait pitié pour le Togo, vous avez vu ce qui s'est passé avec Gilles Christ Olopio. On a tenté un rapprochement, on dit de venir ensemble. Gilles Christ Olopio s'est rapproché de Faure Gnassingbé. Les gens ont fait tout et ça fait qu'on avance par le bas. Hein? Et quand Fabre a accepté d'aller aux élections, le coup est revenu à Fabre aujourd'hui. Vous voyez la situation. Merci à vous Abbas d'avoir préparé cette émission. Tchaboré, merci à vous aussi d'avoir fait le déplacement. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous. Téléspectatrices. Ok, excusez-moi. Merci à vous, chères téléspectatrices, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne un rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.